The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Eclipse Radio. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Aizen en direct d'Eclipse Radio. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une émission exceptionnellement sur la demande d'auditeurs, car notre rendez-vous à la base est toutes les 2 semaines. Le sujet d'aujourd'hui portera sur l'estime de soi. Quel rôle joue l'estime de soi dans la société et où le rapport à l'autre se situe ici? Là où je vis, on a tendance à dire « on traite les gens comme on se traite soi-même ». Si tu n'as pas ou peu de respect pour toi, comment peux-tu prétendre en avoir pour les gens? Souvent, la baisse de l'estime de soi est liée à la tristesse, à la colère et encore à d'autres affects qui sont responsables. Actuellement, nous vivons dans une société où l'on voit de plus en plus de désinhibition. Ici, je parle du respect que l'on doit entretenir avec nos congénères. Les critiques sont faciles à faire, et certains et certaines sont plus fragiles que d'autres. Le tout repose sur le droit de s'exprimer en toute liberté. Je suis d'accord sur ce principe, mais quand ce droit est utilisé à des fins malsaines, je n'en vois pas la nécessité. Définir la liberté d'expression est complexe. On ne peut pas mettre de limite à la liberté. C'est encore un autre débat. Donc ici, le rapport que l'on entretient avec nos congénères est lié au rapport que l'on entretient avec soi-même. Le manque d'estime de soi est une fatalité pour certains et pour certaines. Elle est une entrave dans notre société, car elle est liée directement au manque de confiance, que ce soit professionnel ou personnel. Ici, on parle de rapport interpersonnel. Comment avoir une haute estime de soi et une bonne confiance en soi? Tout d'abord, nous allons définir les deux. Pour Michel Larrivé, lettre du psy sur Red Psy, mars 2002. L'estime de soi ici se définit de la manière suivante. L'estime de soi en psychologie, c'est un terme désignant le jugement ou l'évaluation faite d'un individu en rapport à ses propres valeurs. Lorsqu'un individu accomplit une chose qu'il pense valable, celui-ci ressent une valorisation et lorsqu'il évalue ses actions comme étant en opposition à ses valeurs, il réagit en baissant dans son estime. Selon certains psychologues, l'expression a été distinguée de la confiance en soi, qui, bien que liée à la première, est en rapport avec des capacités plutôt qu'à des valeurs. Selon José Vicente Bonet, dans son livre « C'est amigo de ti mismo, Manuela de autoestima » de 1997, édition Sal Terra. Désolé pour la prononciation en espagnol. Donc, une forte estime de soi peut impliquer les caractéristiques suivantes. Croyance ferme à ses propos et principes. Toujours prêt à se défendre face à l'adversité et confiance en soi. Capacité à faire les choix qui semblent corrects, sans culpabilité vis-à-vis des autres. Capacité à aller de l'avant, sans se préoccuper des événements passés ou à venir. Capacité à résoudre pleinement un problème, sans hésitation ni difficulté. Considération, ne se sent ni inférieur ni supérieur aux autres, et accepte les différences propres aux autres. Résistance à la manipulation. Collaborer avec les autres. Admission et acceptation des opinions et avis partagés, qu'ils soient positifs ou négatifs. Capacité à exprimer pleinement toute une variété d'activités. Sensibilité aux besoins des autres. Respect général des lois sociales. Une faible estime de soi peut montrer les caractéristiques suivantes. Autocritique importante, créant un état habituel d'insatisfaction de soi. Hypersensibilité aux critiques. Un individu ayant une estime de soi basse se sent facilement attaqué et éprouve de façon permanente des ressentiments face aux critiques. Indécision chronique, souvent à la suite d'une peur exagérée de faire une erreur. Perfectionnisme, qui conduit à vouloir faire quelque chose parfaitement ou sans erreur. Il se trouve inquiet au risque notamment de causer une frustration. Culpabilité, qui mène à des ruminations des erreurs faites dans le passé. Irritabilité, ou constamment sur la défensive même sans raison apparente. Pessimisme, point de vue négatif généralisé. Et pour finir, envie. Voilà pour les caractéristiques d'une faible estime de soi. Lorsqu'une idée est mal reçue, un individu souffrant d'une faible estime peut le prendre personnellement et se sentir dévasté. Cela peut avoir de lourdes conséquences lorsque la personnalité physique ou morale, les actions ou l'ego d'un individu sont directement visés. Ces individus remontent leur estime de soi s'ils réussissent à atteindre un but qu'ils s'étaient fixé. Cependant, ils peuvent revenir à une faible estime s'ils échouent de nouveau. Une autre théorie développée par James Nollet, pour lui la théorie de l'estime de soi peut être traduite dans le rapport entre ce que nous sommes en tant qu'individu, apparence physique, réussite sociale, et ce que nous souhaitons être. On va dire l'idéalisation d'un moi. La construction de l'estime de soi prend ses racines dès la plus petite enfance, avec ce que Jacques Salomé appelle le biberon relationnel. Autrement dit,
comment s'effectue la transition des messages entre l'enfant et ses parents, tout comme pour la confiance en soi. Le père et la mère jouent un rôle clé dans le développement de l'estime de soi. Si celle-ci se considère au fil des expériences de la vie, elle n'en est que renforcée. Si l'on grandit dans un environnement stable, où l'on se sent en sécurité, le poids du regard d'autrui est un facteur puissant d'une bonne ou mauvaise estime de soi. Elle est à la base de la construction de la personnalité. Comme l'ont écrit Christophe André et François Lenore, l'estime de soi s'entretient et se répare. Pour commencer à parler d'estime de soi, nous allons parler aussi de confiance en soi. Même si les deux sont très proches, comme nous l'avons vu précédemment, l'un fait référence aux valeurs alors que l'autre fait référence aux capacités. Nous allons pour cela remonter à l'enfance. Pour suivre cette estime de soi, faire un petit peu de psychanalyse, nous allons commencer à faire la différence entre le soi et l'autre. Dans la relation fusionnelle, ici l'autre c'est la mère, le soi et l'enfant. Progressivement, l'enfant va se construire à travers 3 étapes d'après Winnicott. L'idée maîtresse de Winnicott est qu'un bon environnement est nécessaire non seulement au bon développement de l'enfant, mais à son processus maturatif lui-même, qui tout en relevant de composantes innées ne se réalise qu'à cette condition. Pour cela, il faut que la mère puisse s'adapter aux besoins réels de l'enfant dès la naissance du nourrisson. 3 fonctions maternelles vont permettre à la mère de s'adapter aux besoins du bébé. L'object presenting, ou le mode de présentation de l'objet, en offrant le sein, le biberon, à peu près au bon moment. La mère donne au bébé l'illusion qu'il a lui-même créé l'objet dont il ressent confusément le besoin. Elle permet ainsi au bébé de faire une expérience d'omnipotence. L'objet devient réalité au moment où il est attendu. Deuxième fonction, le holding, c'est-à-dire la façon dont le bébé est porté, la protection contre les expériences qui pourraient être angoissantes et les soins quotidiens que la mère apporte à son bébé. Mettre celui-ci en contact avec une réalité extérieure simplifiée, répétitifs qui permettent à son moi de trouver des points de repère simples et stables, nécessaires pour son travail d'intégration dans le temps et l'espace. Troisième et dernière fonction, le handling, c'est-à-dire la manière dont il est traité, manipulé, soigné. Tout ce que la mère met en œuvre pour le bien-être de son nourrisson, comme par exemple le changer, le baigner, le bercer, etc. lui permet de s'éprouver peu à peu vivant dans un corps et aura un rôle essentiel dans l'intégration de la psyché. Ici, nous allons parler de la notion de self. La mère assume un rôle de représentation continue du monde. Elle est suffisamment bonne et entretient l'illusion positive. Elle permet à l'enfant de se forger un vrai self, c'est-à-dire de passer de la non-intégration primaire archaïque à l'intégration au « je ». Le vrai self permis par l'environnement, c'est au stade le plus primitif, le geste spontané, l'idée personnelle. C'est lui qui crée l'espace potentiel, l'objet transitionnel. Seul le vrai self peut être créateur et peut être ressenti comme réel. Il est lié à l'idée de processus primaire, entre parenthèses, condensation, déplacement, processus inconscient, et devient une réalité vivante par la réussite répétée du geste spontané, de la pensée personnelle du nourrisson, ainsi que par l'adaptation de sa mère. L'enfant voit que c'est accepté par l'extérieur. C'est le noyau de ce qui est vraiment, des événements personnels et spontanés, auxquels on adapte les événements extérieurs. Lorsque l'environnement ne s'adapte pas au self, ou lorsque l'enfant ne transforme pas l'environnement suffisamment bon en environnement parfait, il se soumet aux exigences de ces environnements, par peur de la désintégration. Il développe alors un faux self, une personnalité d'emprunt, qui pourra être très bien adaptée à la société, très performante, mais qui laissera toujours au sujet un sentiment d'inutilité, le vide, le néant, de futilité de l'existence. Le monde devient alors fallacieux, falsifié, il n'existe pas vraiment. Le faux self donne l'impression à la personne de jouer un rôle, de dissimuler, de faire comme si. Le vrai self n'a alors plus droit à l'existence. Et autour de lui se forge un masque qui tente de se protéger. Plutôt que d'intégrer des données extérieures à son self, le sujet en viendra à transformer son self en fonction de l'environnement. Il apprend les choses mais ne les habite pas. La réaction pourra aller jusqu'au repli autistique. En d'autres termes, il y a 3 types de mères. La première, la mère dite fusionnelle. Elle répond à tous les pleurs de l'enfant. Elle le porte souvent. Aucune interaction avec son environnement ou son entourage. Il y a un risque de dépendance plus tard, car la mère est trop fusionnelle. Ce qui va contribuer à 2 choses. Une baisse d'estime de soi et développer le faux self qui sera vu après. Troisièmement, la mère dite suffisamment bonne. C'est une mère qui, pendant les premiers mois de la vie de cet enfant, s'identifie étroitement à lui et s'adapte à ses besoins. Lorsque Winnicott parle de mère suffisamment bonne, il entend mère assez bonne pour que le bébé puisse s'en accommoder sans dommage pour sa santé psychique. Une telle mère
permet au petit enfant de développer une vie psychique et physique à partir de ses tendances innées. Il peut alors développer un sentiment de continuité d'existence qui est le signe de l'émergence d'un vrai self, un vrai soi. Le vrai self est la personne qui est moi, et seulement moi. En d'autres termes, c'est la personne qui se construit à partir de la mise en œuvre de ses tendances innées. Soulignons encore qu'une mère suffisamment bonne n'est pas une mère parfaite. Troisièmement, la mère dite mauvaise. La mère ne répond peu, voire rarement aux pleurs de son enfant, ce qui va engendrer des frustrations, des névroses et un manque d'estime de soi plus tard dans le développement de la personnalité de l'enfant. Cela va permettre aussi de développer le faux self, qui provient du fait que la mère n'a pas permis à son nourrisson de faire l'expérience de l'omnipotence, pour diverses raisons, comme par exemple des raisons pathologiques, des raisons de dépression ou d'autres raisons dues aux aléas de la vie. Au lieu de répondre aux gestes spontanés et aux besoins de son bébé, elle y substitue les siens propres. Dans cette situation, le bébé renonce à avoir ses besoins satisfaits et c'est lui qui s'adapte à des soins maternels qui ne lui conviennent pas. Il peut alors développer une attitude de soumission et bâtir une personnalité d'emprunt liée aux influences de son entourage. La fonction du faux self est de dissimuler le vrai self avec différents degrés possibles dans ce fonctionnement. Ici, j'ai donné les 3 fonctions maternelles, les 3 types de mères selon Winnicott de l'enfance. Même si c'est un bébé, le nourrisson absorbe tout comme une éponge, même la moindre frustration. J'y ai fait référence car c'est un des facteurs du manque de confiance en soi et de l'estime de soi. Bien sûr, ici ce n'est pas le seul facteur. Après, il y a l'adolescence, qui est un stade très important, voire primordial pour l'évolution de l'enfant vers l'âge adulte. Ici, l'enfant cherche des repères, il se cherche lui-même. Il construit sa personnalité au fil du temps. Des comportements rebelles vont faire leur apparition. Il faut beaucoup de patience aux parents. Même si c'est une période compliquée, l'adolescent aura besoin de tous les encouragements et soutiens disponibles dans son entourage. Car c'est une étape importante dans la vie d'un adolescent. Un rite de passage pour l'âge adulte. J'ai parlé de l'enfance et de l'adolescence rapidement, sans vraiment rentrer dans les détails. Mais ce n'est pas les seuls facteurs. Heureusement ou malheureusement pour certains. Même si vous avez raté ces stades, ce n'est pas pour autant que tout est fini, au contraire. Le reste dépend de vous. Des efforts à fournir comme des efforts sociaux. Ne pas s'isoler, être toujours en contact avec ses proches. Ici, les réseaux sociaux ne sont pas pris en compte. Je parle de vrais contacts humains. Un des facteurs les plus importants qui n'a pas été mentionné, c'est d'apprendre à se connaître soi-même et de s'accepter tel qu'on est. Aller au-delà des regrets, de la culpabilité, arrêter l'autoflagellation, accepter ses bons et mauvais côtés, s'aimer soi-même, de faire des activités qui vous procurent du plaisir et surtout de se dire que le meilleur est à venir. Même si cela paraît difficile sur le moment, gardez espoir, car même dans les nuits les plus obscures, vous trouverez en vous cette petite lumière qui vous aidera à ne pas baisser les bras. En cas de trouble, la thérapie envisageable ici est la psychanalyse, car durant la thérapie, le patient va se découvrir ou se redécouvrir à travers ses propres récits, ou encore demander de l'aide aux coachs spécialisés, que je salue d'ailleurs. Ils font un très bon travail dans ce domaine. Il y a d'autres outils encore qui peuvent permettre une hausse de la confiance et de l'estime de soi, comme l'autosuggestion, la méthode Coué. Elle fonctionne pour certains mais pas pour d'autres malheureusement. Cette méthode consiste par exemple à se dire à soi-même qu'on s'aime, qu'on peut réussir, se parler à soi-même. Pour illustrer le tout, je vais vous raconter une anecdote sur ce sujet. C'est l'histoire d'une femme qui avait tout pour réussir. Elle était intelligente, elle était belle, elle avait tout pour elle. Elle n'a jamais fait de grandes choses. Pourtant, elle le pouvait. Rien ne pouvait l'empêcher de le faire, sauf son environnement jaloux d'elle. Il lui disait souvent qu'elle ne pouvait rien faire, qu'elle avait trop confiance en elle, que la vie n'est pas aussi facile. Ces gens lui ont arraché ses rêves, car elle voulait voyager, voir du pays. À la fin, elle est restée dans sa ville et a fini par mourir seule. Tous ses rêves de jeunesse ont volé. Paix à son âme. Je vous raconte cette histoire, car en réalité, nous sommes tous gardiens de nos propres prisons. Nous sommes tous l'exemple de cet oiseau majestueux. Croyez en vous, envolez-vous. Ne laissez personne vous dire quoi faire ou vous faire douter de vous. Accrochez-vous à vos rêves. Certains ont réussi, pourquoi pas vous? Chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes tous aussi importants les uns que les autres. Personne n'est mieux que l'autre. Ce que vous ne possédez pas, vous l'avez autrement. Une capacité, une compétence. Je vais vous lire 3 textes qui sont de moi avant de vous quitter. Premier s'intitule « Ouverture ». Quand ton cœur s'ouvre à la nature, tu entends le plus petit bruit au loin dans la forêt, le plus petit bruit au fond dans la montagne, le plus petit bruit au fond dans la mer, dans le ciel où les 1001 saveurs se mélangent. Avec ma plume, j'ai essayé de décrire ce que je voyais, mais il me faudrait une vie entière, car derrière ce paysage se cachent les 1001 choses propres à l'idée que l'on se fait du paradis. J'ai voyagé tellement, j'ai essayé d'écrire, ou plutôt de décrire ce que je voyais. Pas une seconde, ma plume a été de taille, car les paysages ne sont pas faits pour être décrits, ils sont faits pour être contemplés. Prendre le temps, savourer chaque seconde.
la chance qui nous a été donnée d'observer les paysages vivants, car chaque jour il se dégage quelque chose de nouveau. Un parfum, une vision, un son, chaque jour est unique, car j'ai pris le temps d'observer. Chaque jour est un cadeau, chaque instant je prends le temps d'observer ce qui m'entoure, et je me sens tellement bien et tellement loin. Le deuxième texte s'intitule « Les pensées perdues ». Mes pensées se reflètent dans les miroirs qui est ma conscience. Mon esprit est ailleurs, mes pensées ne sont pas très claires. Assis au bord de la rivière, je vois mon passé flotter. Des flocons de neige tombent par milliers. Seul face à moi-même, le monde ne me paraît plus le même. Seul face aux problèmes, je vois le temps s'envoler, comme s'il avait des ailes. Je ferme les yeux, je me sens transporté dans d'autres lieux. Un lieu meilleur, où les bassesses de ce monde ne sont plus. Où le monde se reflète à travers notre âme. Où les âmes sont le fruit de la vertu. Où je me retrouve face à moi-même, pour enfin contempler tout ce qui fait de moi ce que je suis. Je laisse le mal auquel j'ai fui, je me lève et continue ma marche vers l'infini. Troisième et dernier texte, les astres de l'amour. Une fleur qui a mal au cœur, telle la rose plantée à sec dans le désert, pour ne connaître que les rancœurs et les désolations. Aimer, elle ne peut plus, par terreur, son cœur a subi les 1001 épreuves. L'homme qu'elle a aimé est passé comme une étoile filante. Le temps guérit les blessures, mais les cicatrices restent toujours visibles. Elle a fait confiance, elle a aimé et a fini par se séparer. Puis on l'a détestée. Seule vers le ciel, elle a regardé 1001 étoiles, en se disant que parmi l'une d'entre elles, son destin se signalerait peut-être. Mais elle ne pouvait plus y croire. Bloquée dans son passé, a ressassé les bons et mauvais moments. Son cœur s'est perdu dans l'univers. Cet océan est grand, certes, mais pas assez pour noyer totalement ce goût amer qu'est la déception. Transformée, parfois elle s'abandonnait à pleurer. Elle se sent si seule. Elle fait son propre deuil et rien ne pourrait lui rendre cette fougue du passé. À force de penser, le temps ne fait que passer. Sa jeunesse s'est effacée telle une éclipse. Pas le temps d'être aimé, pas le temps d'aimer, telle est sa destinée. Son désastre, perdu dans les constellations de l'amour, conditionné à ne plus voir au-delà du ciel, elle éclate. Tel un astre qui a perdu de sa lumière et ne brille plus. Une étoile s'est éteinte, sans amour, sans compassion. C'est comme si elle n'avait jamais existé. Mais son nom restera gravé pour toujours au panthéon des astres de Vénus. Voilà pour les 3 textes. J'espère, chers auditeurs, chères auditrices, que vous avez aimé cette émission. Prenez soin de vous et de vos familles. Et n'oubliez pas, vous portez en vous le meilleur. À dans 2 semaines, si Dieu le veut. C'était Aizen en direct d'Eclipse Radio. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Eclipse Radio.